Bonjour Cynthia. Oui, bonjour. Merci de témoigner, Cynthia. Donc c'est votre père, hein, je crois aussi, qui a abusé de vous. Oui, effectivement, c'est mon père. Enfin, mon histoire, c'est l'histoire classique et horriblement banale dans son horreur, parce qu'on est tant et tant d'ex-enfants à avoir subi ça. Mais c'est vrai que je fais aussi partie d'une génération, j'ai 60 ans, où le concept même de libération de la parole, c'était quelque chose d'impensable. Oui, c'est la différence aujourd'hui par rapport à votre génération. C'est vrai que il y a 50 ans, hein, puisque bon, il y a 50 ans, c'était totalement tabou. Moi, je me souviens, le premier film que j'ai vu, c'était Festen, un film danois, je crois. Je l'ai vu en 90. C'était un phénomène, ce film, parce que enfin, un film montrait vraiment un abus sur enfant, quoi. Oui. Mais Voilà, c'est aussi grâce à cette ouverture que la génération d'aujourd'hui, comme vous, madame, vous osez prendre la parole. Ça vous aide. Enfin, oui, sauf que Cynthia a 60 ans, c'est pas la génération d'aujourd'hui. Votre génération. Non, je ne sais pas la génération d'aujourd'hui, mais je suis encore là. Donc, oui. Et pour longtemps, j'espère pour vous, Cynthia. Et donc, je fais partie des humains d'aujourd'hui. Et puis, et c'est vrai que pour d'abord MeToo, ça a été une révélation pour des gens comme moi qui ont été écrasés dans un silence absolu pendant si longtemps. Et puis après, ce MeToo inceste qui est arrivé a été vraiment la déflagration absolue. Hein. C'est libérateur en quelque sorte. Hein, c'est ce que j'entends, il me semble. Hein. Pour vous. C'est libérateur. Enfin, moi, j'avais déjà dû commencer parce qu'en fait, moi, j'avais une magnifique amnésie traumatique qui a duré très, très, très longtemps. Mais je me suis malgré tout construite sur autour et sur la base de ces viols et de ces violences de la part de mon père, qui représentait la puissance absolue à la maison. Et c'est vrai que cette levée de ce tabou m'a permis de valider un chemin que j'avais déjà un petit peu fait, malgré tout, toute seule. Enfin, difficilement, parce que la prise en charge aussi psychologique, psychiatrique, n'est pas au top. C'est comme tout, il y a des très bons thérapeutes et puis malheureusement, il y en a qui sont un peu... Oui, un peu au-delà de ça. Il y a des très bons thérapeutes, il n'y en a pas beaucoup qui prennent en charge ce type de traumatisme correctement. Enfin, moi, j'ai quand même passé une éternité avec une brave dame qui me disait plus ou moins laissez ça derrière vous et puis on oublie, on passe à autre chose. Ben non, oui. Ça se passe pas comme ça. Donc, non, mais enfin ça veut dire qu'elle deuxième thérapeute qui m'a demandé si à l'âge de 10 ans j'étais habillée de manière provocante. Quelle horreur, oui. Ça c'est le genre de réflexion, vous restez la bouche béée à regarder votre thérapeute en se disant non, ça va pas le faire. Tu vas rien comprendre. Heureusement que vous avez ce réflexe de dire non, ça va pas le faire et de changer de thérapeute. Oui, mais malheureusement, vous voyez, les thérapeutes que j'ai eu moi, c'était vraiment un moment où j'allais très 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 mal, quand j'ai vraiment commencé à plonger dans mes souvenirs à fond. Et donc, c'est pas au moment où on va très 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 mal qu'on a une énergie folle pour être bien sûr. se chercher un thérapeute qui va le faire ou pour se défendre. Qu'est-ce qui vous a permis justement de lever l'amnésie traumatique, Cynthia ? Moi, c'est une de mes filles qui m'a aidé à le faire, qui est anthropologue, donc c'est pas par hasard. C'est vraiment en étudiant une certaine le secret de famille qu'il a travaillé, qui lui a fait choisir ce métier. J'allais pas bien sur un certain nombre de plans, enfin sur tous les plans de la vérité. Et puis c'est elle qui m'a suggéré que tout mon mal-être pouvait peut-être venir de ça, et j'ai commencé à vaguement l'accepter. Et puis effectivement, quand j'ai commencé à l'accepter, alors j'ai eu toute une panoplie de symptômes physiques, psychologiques, d'anxiété, de flashbacks, de retour des souvenirs. Donc on va dire que c'est pas genre maintenant on a libéré la parole, on en parle, hop, on va bien. Non, se rappeler du traumatisme, c'est de nouveau un traumatisme.
Donc, c'est un cheminement extrêmement... Ce qu'il faut comprendre, je le dis pas pour vous, parce que vous l'avez compris évidemment, Cynthia, je le dis pour ceux qui écoutent. En fait, vous mettez une armure autour de quelque chose de douloureux, hein, et puis donc, quelque part, vous tenez debout, et puis c'est derrière vous, et puis ça n'a pas existé. Mais au moment où on enlève l'armure, la peau, elle est à vif. Et c'est là où, en effet, on peut s'écrouler. Et c'est là où il vaut mieux, en effet, être secondé. Alors, vous avez certainement votre fille qui a joué son rôle et qui a été présente, hein, il me semble. Mais c'est mieux d'avoir un thérapeute solide qui va être capable, tout doucement, d'être la béquille, quoi, quelque part. Ah oui, c'est même absolument nécessaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas si facile de trouver quelqu'un qui est vraiment spécialisé en psychotraumatologie et que n'importe quel psychiatre ne fera pas forcément l'affaire. Je crois pas que ce soit tellement un psychiatre, hein. Alors ça peut être un psychiatre, mais il faut avoir quelqu'un qui est thérapeute, hein. Oui, c'est un thérapeute humaniste plus qu'analytique qui serait, à mon avis, plus pratique pour vous pour avancer dans ce sujet, parce que un traumatisme qui reste dans le secret est une maladie potentielle. Donc, quand il y a traumatisme, il est d'abord important, même si ça ne se soulage pas tout de suite, de pouvoir en parler, de pouvoir y réfléchir tranquillement, avec une écoute bienveillante. Oui, c'est ça. Oui. Ça se trouve, c'est vrai que de temps en temps, c'est normal, hein, de ne pas avoir forcément la bonne personne en face de soi tout de suite, mais ça se trouve. Puis là, oui, ça se trouve. D'ailleurs, moi, j'ai dû finir par être hospitalisé suite à des projets de suicide. J'ai là, en clinique psychiatrique, j'ai trouvé un psychiatre qui a complètement validé ce que je ressentais et qui m'a plus ou moins sauvé la vie. Donc, clairement, oui, ça se trouve. Mais moi, là où j'avais... Excusez-moi. Oui, allez-y, Cynthia. Non, allez-y, je vous en prie. La seule chose, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée lorsque votre collaboratrice m'a demandé ce témoignage, c'était le concept du pardon. Et le pardon, pour moi, c'est quelque chose qui est triplement violent à mes yeux. Alors, attention, Cynthia, je parlais du pardon qu'on doit faire à soi-même, pas du pardon qu'on doit faire à son agresseur. Voilà. Bon, alors ça c'était à déterminer, mais moi on m'a souvent servi le concept si tu ne pardonnes pas à l'agresseur, tu n'iras jamais mieux. Et ça c'est vraiment quelque chose... Je suis pas du tout d'accord avec ce concept, personnellement. Et d'autant que votre agresseur, en plus il était violent, donc ça fait deux fois à pardonner, ça ferait beaucoup quand même, hein. Non, moi je suis pas du tout dans ce concept parce que je pense que c'est une grave erreur de vouloir aider la victime à pardonner son agresseur. Après c'est un choix, on a le droit de pardonner si on a envie de pardonner son agresseur. Tout à fait. Mais en revanche, mais c'est vrai que moi on m'a beaucoup balancé ce concept du pardon que je devais plus ou moins pour me reconstruire. Et là, c'est vrai que je n'étais pas du tout d'accord, parce que d'abord, on nous traumatise gravement. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'êtes pas encore assez accusé de ce père. Mais vous êtes pour le pardon de l'agresseur, vous, Chabille Langlois ? Plus tard, à la fin. Ah oui, pourquoi ? Non, alors moi jamais. Pour se dégager du truc. Pour se dégager de l'énergie de la colère. C'est exactement là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'on peut se dégager de la colère, de la haine, de la culpabilité sans avoir à pardonner. Et souvent, on nous donne à croire que pour aller mieux, on doit pardonner. Implicitement, si tu ne pardonnes pas, tu n'iras pas mieux. Ce qui finit de plonger la victime dans un autre désespoir, parce que ce pardon, il n'est pas imaginable. Je sais pas. Bien sûr. Aujourd'hui, je vous comprends tout à fait. C'est inimaginable, madame. Demander aux personnes internées à Auschwitz, mais est-ce que vous avez pardonné aux nazis ? Il n'est pas question. Non. Il n'est pas question d'en arriver là pour l'instant. Pour l'instant, il est question de l'accuser. Et hélas, vous ne pouvez plus obtenir de lui un pardon. S'il était en vie,
Ce pardon, c'est d'abord obtenir de lui. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il faut essayer d'avoir le pardon mais mes deux parents sont en vie. Et donc, ils sont, mes parents, malgré mes 60 ans, mes deux parents sont en vie et vivent leur belle vie et n'ont jamais, ne serait-ce qu'avancé un seul mot d'excuse ou de regret ou de remords. De remords serait le mot le plus... jamais. Donc, vous savez, je crois, Cynthia, que votre père est un monstre, donc de toute façon, il est peut-être même pas lucide sur ce qu'il a fait. C'est peut-être, enfin, je veux dire, c'est malheureusement, il y a des êtres humains, on se demande s'ils sont humains. Et quant à votre mère, elle était peut-être aussi victime de ce père. Enfin, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, elle est complice. Ah, elle était complice, clairement. D'autant plus qu'on était une famille plutôt très bourgeoise, catholique, disons financièrement à l'aise, donc pas le genre de famille sur lesquelles on a les yeux pointés parce que le père est un gros rustre qui Mais vous savez, Cynthia, moi ça me fait penser à cette phrase qu'on connaît dans la religion catholique: tu honoreras ton père et ta mère. Ben non, on n'est pas obligé d'honorer son père et sa mère quand on a des parents comme les vôtres. Et, vous voyez, et c'est toute cette morale là qu'il faut parfois oser remettre en question, et c'est pour ça que c'est si compliqué d'avancer sur les questions d'inceste, parce qu'on est encore baigné dans une culture où les parents ont tous les droits. Et c'est ça une culture de domination. Et d'ailleurs, je viens de terminer le livre Le berceau de domination de l'anthropologue Dorothée Lucie, que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas lu. Et il explique bien comment... et moi, j'ai retrouvé tout ce système... Dorothée Lucie, vous avez dit ? Oui. Mais ben, je vais essayer de lire ça. Vous devez absolument, c'est fantastique. C'est pour moi un ouvrage fondateur qui m'a beaucoup aidé. Et ainsi que le livre de la docteure Muriel Salmona, que je le dis parce qu'il y a peut-être des victimes qui écoutent, et puis s'il y a des ressources qu'on peut partager, ben voilà. Absolument. Ce ne sont pas des conseils, c'est des ressources, ça peut faire du bien ou pas, chacun son histoire. Mais voilà, j'ai vu là vraiment la domination de l'homme et de cette femme qui... alors, je ne saurais jamais si ma mère était absolument au courant, elle ne me le dira pas, mais je trouve que, enfin, ma mère, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui avait fait des études, qui avait une licence universitaire, c'était pas une imbécile, donc les indices étaient tellement énormes que j'ai un peu de peine à croire qu'elle ne le savait pas. En tout cas, elle ne voulait pas voir, ça c'est sûr. Après, on n'en sait rien, et de toute façon, visiblement, il n'y a pas moyen de communiquer avec elle. Cynthia, merci de votre témoignage. Je suis désolée si vous aviez cru que j'étais pour le pardon de l'agresseur. Je vous confirme, non, je ne suis pas pour le pardon de l'agresseur. Je pense que c'est vraiment important de bien mettre les gens, quand ils sont inaptes à être humains, et ben, je vois pas pourquoi on leur pardonnerait. Voilà. Chabi n'est pas d'accord avec moi, mais il a le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai toujours à mes côtés des personnes qui sont pas forcément d'accord avec moi, et c'est ce qui fait que chacun peut avoir son opinion.